Mon patron multimillionnaire, Julien Moreau, était avachi dans son fauteuil aux allures de trône, un sourire en coin flottant sur ses lèvres. « Félicitations, Éléonore », commença-t-il, le mot dégoulinant d'une fausse sincérité. « Nous allons promouvoir Clara. Elle possède la vision dynamique et l'énergie novatrice dont cette entreprise a besoin. Pour être franc, vos compétences sont dépassées. Vous devriez être reconnaissante que nous vous ayons gardé si longtemps. » Quelques ricanements étouffés parcoururent l'équipe de direction alors qu'une bouffée de honte me montait au cou. Je fis glisser une simple enveloppe Kraft sur l'acajou poli de son bureau. « Je vous remercie pour cette opportunité. » Il n'avait absolument aucune idée de ce qu'il tenait entre les mains. Les applaudissements polis pour la promotion de Clara commençaient à peine à s'estomper lorsque je me levai de mon siège. Julien se délectait des hochements de tête approbateurs de son équipe de direction, totalement inconscient de la tempête qui était sur le point d'éclater. Olivia, du département créatif, serrait déjà la main de Clara. Daniel, de la logistique, était plongé dans une discussion sur la transition. Et moi, je sortais de ma mallette une enveloppe qui détenait le pouvoir de faire exploser la carrière de chaque personne dans cette pièce qui venait d'assister à ma dégradation avec un sourire suffisant. 16 ans de bons et loyaux services étaient sur le point de se terminer dans un brasier de gloire. Avant d'en arriver aux conséquences, je tiens à vous remercier d'être ici et d'écouter des histoires sur la lutte contre l'injustice au travail. Si vous croyez que le travail acharné et le dévouement devraient être récompensés et non exploités, pensez à vous abonner. Cela nous aide à donner du pouvoir à plus de personnes qui font face à des batailles comme celle-ci. Maintenant, regardons l'Empire s'effondrer. Mais pour vraiment comprendre, nous devons remonter le temps. Pas à aujourd'hui, ni même à la semaine dernière quand Julien a convoqué cette réunion. Tout a commencé il y a 16 ans, lorsque j'ai franchi pour la toute première fois les portes vitrées imposantes d'Apex Innovations. J'avais 24 ans, fraîchement diplômée d'un master. J'avais les cheveux relevés en un chignon strict et professionnel, je portais les perles de ma grand-mère pour me porter chance et je serrais un porte-documents en cuir tout neuf que mes parents m'avaient offert pour mon diplôme. J'étais convaincue que je venais de décrocher le poste qui définirait ma vie. Julien était différent à l'époque. Plus jeune, avec une flamme dans les yeux, encore désespéré de prouver qu'il était digne du titre de PDG que son beau-père lui avait pratiquement offert. Il m'a embauchée comme assistante créative junior, me promettant un mentorat et une voie claire pour évoluer. J'ai cru chacun de ses mots, parce que je le devais. Mon prêt étudiant était une montagne que je devais commencer à gravir, et le salaire que Julien offrait était juste suffisant pour que je puisse louer un petit studio au lieu de retourner dans ma chambre d'enfant. Ces premières années furent un tourbillon d'ambition enivrante. Je me suis investie corps et âme dans mon travail, restant jusqu'à minuit pour peaufiner des présentations, passant mes week-ends à rechercher les stratégies des concurrents et me portant volontaire avec enthousiasme pour les projets ingrats que tout le monde évitait. Quand Julien a eu besoin de quelqu'un pour sauver le compte Sterling Automotive, j'ai été la première à lever la main. Quand le groupe Northwind a exigé une refonte complète de sa marque en moins d'un mois, je m'en suis chargée. Quand notre plus gros client a envisagé de nous quitter pour l'offre moins chère d'un concurrent, j'ai pris un vol de nuit pour Marseille à mes frais et j'ai sauvé le contrat à moi toute seule. Chaque victoire me semblait être une nouvelle brique dans les fondations de mon avenir. Julien me convoquait dans son bureau après une grande victoire, se versait un verre de whisky hors d'âge et m'appelait son arme secrète. Il se penchait en arrière dans ce fauteuil en cuir, ridiculement surdimensionné, et disait des choses comme « Éléonore, un de ces jours, c'est vous qui dirigerez cette boîte. » J'ai sauvegardé chaque email où il louait mes contributions. J'ai conservé des copies papier de chaque lettre de client qui me mentionnait par mon nom. J'ai tout documenté, car je croyais sincèrement que cela constituait mon dossier pour l'inévitable promotion. Le projet Atlas est devenu mon chef-d'œuvre. Ce furent 6 mois de recherche de marché, de planification stratégique et de développement créatif qui ont abouti à une campagne si réussie qu'elle a quadruplé leur part de marché régional. Le jour même où le client a appelé pour prolonger son contrat de 5 ans, Julien a convoqué une réunion d'équipe d'urgence. Je suis entrée en m'attendant à des applaudissements, peut-être même à l'annonce officielle du poste de directrice qu'il me faisait miroiter. Au lieu de cela, Julien a annoncé que Léo, qui était dans l'entreprise depuis 8 mois à peine et dont la compétence principale semblait être de commander le déjeuner, serait le nouveau directeur créatif. Mais Julien, le projet Atlas était le mien, de sa conception à son exécution, dis-je.
Ma voix à peine un murmure. Il n'a même pas pris la peine de lever les yeux des papiers sur son bureau. Léo apporte une nouvelle perspective. Parfois, Éléonore, on peut devenir trop attaché à son propre travail. De plus, vous êtes si efficace dans votre rôle actuel. Pourquoi changer une équipe qui gagne? C'est la première fois que cela m'a vraiment frappée. Les louanges de Julien n'étaient pas une promesse. C'était une cage. Être indispensable signifiait être inamovible. Être fiable signifiait être ignoré. Et être loyal signifiait être complètement sacrifiable dès que quelqu'un de nouveau et de brillant attirait son attention. Léo a duré 2 ans avant d'être promu à un poste de vice-président régional. Inès a pris sa place et elle a duré environ 18 mois avant de passer à une vice-présidence. Puis ce fut Benoît et après lui, Ethan. Chacun d'eux a utilisé mon dos comme un tremplin pour atteindre un sommet de carrière que j'étais apparemment assez bonne pour construire pour les autres, mais jamais pour l'atteindre moi-même. Mon mariage avec Marc a commencé à s'effriter vers la 9e année. Il rentrait du travail et me trouvait encore à la table de la salle à manger à 1h du matin, entouré de documents de projet et de tasses de café vides, essayant de résoudre la dernière crise que Julien s'était auto-infligée. « Tu aimes plus cette entreprise que moi ?» a dit Marc un soir, et je n'ai pas eu l'énergie de discuter, car au fond, cela me semblait vrai. Le travail était l'endroit où je pensais que mes efforts comptaient, où j'avais un but. La maison était devenue juste un autre endroit où je sentais que j'échouais. Le divorce a été prononcé il y a 4 ans. Un triste mardi matin, j'ai signé les papiers dans le bureau d'un avocat qui empestait le café froid et les regrets. Puis je suis allée directement au bureau parce que Julien avait besoin que les projections financières trimestrielles soient révisées. J'ai sangloté dans ma voiture pendant ma pause déjeuner, puis j'ai passé tout l'après-midi en réunion budgétaire avec Julien. Il était au courant du divorce, car j'avais dû demander des jours de congé pour les audiences au tribunal. Mais il ne m'a jamais demandé une seule fois comment je faisais face. Il a juste empilé plus de travail sur mon bureau, car il savait que mes soirées et mes week-ends étaient soudainement entièrement libres. Après le départ de Marc, Apex est devenu mon univers tout entier. Mon appartement était trop silencieux, trop rempli de fantômes, alors j'ai commencé à arriver au bureau plus tôt et à rester plus tard. Julien a remarqué ma disponibilité constante et a commencé à me traiter moins comme une professionnelle de la création chevronnée et plus comme sa concierge personnelle. « Éléonore, prenez-moi un rendez-vous chez le dentiste. Éléonore, récupérez mon costume au pressing. Éléonore, pourriez-vous vous occuper de l'organisation du gala de charité de ma femme? Vous êtes si douée pour les petits détails. » Je me disais que ce n'était qu'une phase temporaire. Je me suis convaincue qu'en prouvant mon dévouement indéfectible, j'obtiendrais enfin la promotion pour laquelle je travaillais depuis plus d'1 décennie. Je trouvais des excuses au comportement de plus en plus condescendant de Julien parce qu'admettre la vérité, que j'avais gâché les meilleures années de ma carrière pour un homme qui me voyait comme une commodité, pas comme une pierre angulaire, était trop douloureux à affronter. Et puis Clara Hayes est arrivée pour son entretien un jeudi d'avril. J'ai observé depuis mon bureau Julien se transformer en une version de lui-même que je n'avais pas vue depuis des années. Il s'est levé quand elle est entrée dans son bureau. Il lui a offert une tasse de café de sa machine à expresso personnelle, celle avec les capsules chères qu'il réservait habituellement aux membres du conseil d'administration. À travers les parois vitrées de son bureau, je pouvais le voir se pencher en avant, captivé d'une manière qui me tordit l'estomac en un nœud familier et nauséabond. Clara était plus jeune que moi, environ 39 ans, mais elle était vive et impeccable, avec un CV qui criait la compétence et une confiance en soi naturelle qui semblait aspirer tout l'air de la pièce. Elle portait un blazer carmin sur mesure qui coûtait probablement plus que la mensualité de ma voiture, et elle parlait à Julien comme s'ils étaient tous des pairs, discutant d'intérêts communs, pas comme une candidate suppliant pour un emploi. Je savais avant même qu'elle ne sorte de son bureau qu'il allait l'embaucher. Je savais qu'elle allait obtenir le poste de directrice de la création que j'occupais, en tout sauf le nom, depuis 4 ans. Je le savais parce que je reconnaissais ce regard dans les yeux de Julien, la même lueur d'intérêt prédatrice qu'il avait eue pour Inès, et Benoît, et tous les autres. Ce que je n'avais pas vu venir, c'était la vitesse à laquelle tout s'est effondré. Clara a commencé le lundi suivant. Le vendredi, Julien annonçait sa promotion au poste de directrice de la création lors de notre réunion d'équipe hebdomadaire.
Il se tenait à la tête de la longue table de conférence, sa place habituelle pour délivrer ses décrets royaux, et parlait de la vision fraîche et des stratégies innovantes de Clara, pendant que j'étais assise là, me sentant comme un fantôme à mon propre enterrement. Clara apporte exactement le type de pensée stratégique dont nous avons besoin pour faire passer Apex au niveau supérieur, déclara Julien, sa voix résonnant de l'enthousiasme fin qu'il réservait à ces occasions. Son expérience avec les campagnes axées sur le numérique va révolutionner la façon dont nous interagissons avec nos clients. Des campagnes axées sur le numérique. J'avais poussé pour ces mêmes initiatives pendant 3 ans, rédigeant des propositions détaillées que Julien avait constamment rejetées comme prématurées et trop ambitieuses. Maintenant, Clara allait recevoir tout le crédit pour l'exécution de mes idées, en utilisant mes recherches, basées sur des stratégies que j'avais mis des mois à développer. L'équipe de direction a applaudi poliment. Olivia, au service créatif, semblait sincèrement heureuse, pensant probablement que l'ascension de Clara pourrait lui ouvrir une place. Daniel, de la logistique, discutait déjà avec Julien des délais de mise en œuvre. Simon, des finances, griffonnait des notes sur les réallocations budgétaires pour la nouvelle équipe de Clara. Et moi, je suis restée assise là, les mains sagement croisées sur mes genoux, portant le même masque placide et professionnel que j'avais perfectionné au cours de 16 années de déception écrasante. Mais à l'intérieur, une plaque tectonique s'est déplacée. La jeune femme pleine d'espoir et d'ambition qui avait franchi ses portes toutes ces années auparavant était enfin, irrévocablement, partie. À sa place se trouvait quelqu'un de plus froid, de plus dur et d'infiniment plus patient. Après la réunion, je suis retournée à mon bureau et j'ai ouvert un document protégé par un pare-feu sur mon disque personnel. Je le tenais à jour depuis 4 ans, un journal méticuleux des transgressions de Julien. J'ai ajouté sa dernière trahison à la liste. Puis, j'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur et j'ai commencé à chercher des avocats spécialisés en droit du travail qui se concentraient sur la discrimination en entreprise. Non pas que j'avais l'intention de poursuivre, c'était trop compliqué, trop public. J'avais besoin de comprendre les lignes juridiques précises, de savoir exactement ce qui constituait une faute professionnelle passible de poursuite. Ce soir-là, je suis restée assise dans l'écho silencieux et bétonnée du parking pendant 30 bonnes minutes avant de démarrer ma voiture, planifiant méthodiquement mon prochain coup. Julien pensait avoir gagné en promouvant Clara à ma place. Il n'avait aucune idée qu'il venait de signer son propre arrêt de mort professionnel. Le paillasson sur lequel il s'essuyait les pieds depuis 16 ans était sur le point de devenir un champ de mines, et j'allais savourer chaque seconde de la détonation. Mon occasion s'est présentée le mardi matin suivant, durant la 2e semaine de Clara. Elle se tenait près de la machine à expresso haut de gamme, l'air complètement déconcerté, alors que celle-ci bipait en signe de protestation. Le gadget sophistiqué de Julien avait une séquence spécifique et non intuitive, que personne ne prenait jamais la peine d'expliquer aux nouvelles recrues. Je me suis approchée avec ma tasse, la regardant tapoter les boutons avec une frustration croissante. « Essayez de maintenir le bouton d'infusion enfoncé pendant 3 secondes, dis-je en me plaçant à côté d'elle. Julien ne le dit jamais à personne, mais la machine fait une réinitialisation complète chaque nuit. Clara me regarda, et son expression n'était pas seulement une reconnaissance polie, c'était un soulagement sincère. Merci. Je commençais à penser que cette chose avait une dent contre moi. Son rire était étonnamment chaleureux et authentique, rien à voir avec le charme calculé que je l'avais vu utiliser avec Julien. Tout dans ce bureau a sa propre personnalité, dis-je en remuant un sachet de sucre dans mon café. Je suis Éléonore, au fait. Je m'occupe de la plupart des communications avec les clients et des flux de travail des projets. Clara Ace, et j'ai le vague pressentiment que vous vous occupez de bien plus que ça. Son commentaire était si direct qu'il m'a prise au dépourvu. Il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait qu'elle avait déjà senti le fossé entre mon titre de poste et mes responsabilités réelles. Je l'ai regardé de près, cherchant le moindre signe d'endoctrinement de la part de Julien, le moindre soupçon de manipulation. Tout ce que j'ai vu, c'était une intelligence vive et une conscience de soi qui a fait naître une lueur d'espoir prudent dans ma poitrine. « Julien a mentionné que vous êtes dans l'entreprise depuis 16 ans, a poursuivi Clara. C'est une sacrée loyauté. La loyauté est un mot pour le décrire. La phrase m'a échappé avant que je puisse la retenir. Les sourcils de Clara se sont levés d'une fraction de millimètre, et j'ai su que je venais de laisser échapper une information que Julien ne voudrait jamais voir partagée.
Seriez-vous d'accord pour me faire la vraie visite de cet endroit? La version de Julien était plutôt de haut niveau. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai fait découvrir à Clara le véritable fonctionnement interne d'Apex Innovations, pas la version polissée que Julien présentait au conseil d'administration. Je lui ai montré les archives des dossiers clients, expliqué le système complexe de gestion des relations que j'avais construit de A à Z et souligné les processus informels qui empêchaient réellement l'entreprise d'imploser. Clara n'a pas seulement écouté, elle a posé des questions incisives sur les taux de perte de clients, les métriques de retour sur investissement des campagnes et la collaboration interdépartementale. Ces questions ont révélé une profondeur de compréhension opérationnelle que les grandes déclarations de Julien avaient complètement masquées. « Éléonore, puis-je être directe une seconde ?» dit Clara, s'arrêtant près de mon bureau et jetant un coup d'œil vers la porte fermée du bureau de Julien. « Hier, Julien a exposé mon rôle et mes responsabilités, mais presque rien de ce qu'il a décrit ne correspond à ce que vous m'avez montré. Y a-t-il des tâches non officielles dont je devrais être au courant ?» C'était le moment, mon premier test. Clara pouvait être une espionne, cherchant la dissidence pour la rapporter à Julien, ou elle pouvait être sincèrement en train d'essayer de naviguer dans le champ de mine où on l'avait parachutée. J'ai choisi mes mots avec la précision d'un démineur. Julien a tendance à se concentrer sur la stratégie globale plutôt que sur les détails opérationnels quotidiens. Vous constaterez probablement que vos responsabilités réelles évolueront au fur et à mesure que vous vous installerez. Évolueront en quoi exactement? Insista-t-elle. Parce que, pour être honnête, il semble que certains des projets clés que Julien a décrits sont déjà gérés, et de manière experte, par quelqu'un d'autre. La franchise de sa question fut comme une douche froide après des années de double langage d'entreprise de Julien. Elle me demandait, sans détour, si Julien l'avait embauché pour faire mon travail sans jamais reconnaître ma contribution. « C'est très perspicace de votre part, » dis-je, poussant le test un peu plus loin. Julien est un grand partisan de l'apport de nouvelles perspectives au flux de travail établi. Clara posa sa tasse de café sur mon bureau et me regarda droit dans les yeux. « Éléonore, je suis dans ce métier depuis plus d'une décennie. Je sais quand quelqu'un est diplomate à propos d'une situation toxique. Êtes-vous en train de me dire que Julien m'a embauché pour reprendre le travail que vous faites déjà ?» Sa franchise était une bouffée d'air frais. À ce moment-là, j'ai fait un choix qui serait soit la fin de ma carrière, soit le début de ma vengeance. Au cours des jours suivants, j'ai mené une série de tests subtils sur le caractère de Clara. Le mercredi, j'ai mentionné nonchalamment l'habitude de Julien d'arriver en retard aux appels clients importants. Puis, j'ai observé pour voir si elle utiliserait cette information à son avantage. Elle ne l'a pas fait. Le jeudi, je lui ai confié mes inquiétudes concernant les problèmes de budget du compte Sterling Automotive, me demandant si elle courait vers Julien avec cette information d'initié pour se faire bien voir. Au lieu de cela, elle a posé des questions réfléchies et stratégiques sur la manière dont nous pourrions aborder de manière proactive leurs soucis financiers. Le vendredi fut la véritable épreuve du feu. Julien a convoqué une réunion de dernière minute sur la proposition Northwind, demandant un regard neuf sur la stratégie. J'ai observé le visage de Clara, alors que Julien rejetait systématiquement chaque point que je soulevais, tout en la couvrant d'éloges pour des suggestions mineures et superficielles. Après la réunion, je l'ai trouvé dans le placard à fournitures, ses mains agrippant une pile de classeurs si fort que ses jointures étaient blanches. « Ça va ?» demandai-je, sincèrement inquiète. « Non, ça ne va pas », dit-elle en se tournant vers moi, son vernis professionnel complètement disparu. « Éléonore, ce qui vient de se passer là-dedans n'était pas une gestion normale. Il vous a traité comme un meuble, puis s'est tourné vers moi pour obtenir une validation sur un travail que vous maîtrisez de toute évidence. » Une vague de soulagement m'a envahie. Elle l'avait vu. Elle avait vu à travers sa performance et reconnu la manipulation pour ce qu'elle était. Elle n'était pas sa complice. Elle en était horrifiée. Julien a une manière très particulière de diriger les réunions, dis-je prudemment. Ce n'était pas une réunion, c'était un jeu de pouvoir. C'était Julien qui affirmait sa domination, en sapant publiquement quelqu'un qui est clairement plus compétent que lui. Elle posa les classeurs et croisa les bras. « Éléonore, j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. Que se passe-t-il vraiment ici? La vérité est compliquée. Essayez-moi, je suis douée avec ce qui est compliqué. » Ce soir-là, nous sommes restés au bureau bien après 20 heures.
Le bâtiment s'était vidé, ne laissant que le bourdonnement des serveurs et le cliquetis lointain du chariot de l'équipe de nettoyage. Cela a créé une bulle d'intimité où nous pouvions enfin parler librement. J'ai préparé une nouvelle cafetière et nous nous sommes assises dans la salle de conférence principale, le théâtre de tant de mes humiliations passées. « Avant de commencer, » dit Clara, « je veux que vous sachiez qu'il a déjà commencé avec moi. Rien de répréhensible, pas encore. Juste, il teste le terrain. Des commentaires sur mes tenues, des suggestions de discuter de stratégie au dîner, des invitations à des verres après le travail qui semblent beaucoup plus personnels que professionnels. » Mon sang se glaça. Julien agissait beaucoup plus vite que d'habitude, probablement parce que la compétence évidente de Clara était une plus grande menace pour son ego que ses précédentes recrues. « C'est son schéma », lui dis-je. C'est exactement comme ça que ça a commencé avec Inès. Et puis j'ai tout déballé. Je lui ai montré les lettres de démission que j'avais collectées d'autres employés qui étaient partis, toutes citant un environnement de travail hostile, sans nommer directement Julien. J'ai expliqué comment il avait appris à opérer juste à la limite de la légalité, rendant les conditions si insupportables que des femmes talentueuses partèrent d'elles-mêmes. « Mais pourquoi n'êtes-vous pas partie ?» demanda Clara, sa voix douce. « Avec votre expérience, votre parcours, vous auriez pu aller n'importe où. » La question m'a frappé plus fort que je ne l'attendais. Pourquoi n'étais-je pas partie? Était-ce par fierté? Par entêtement? Une peur profonde de recommencer à zéro? Ou était-ce quelque chose de plus sombre? Parce que si je partais, il gagnerait, ai-je admis. Cela signifierait admettre que 16 ans de ma vie n'ont servi à rien, que tout mon travail était sans valeur, que j'étais aussi jetable qu'il me le faisait sentir. Clara hocha lentement la tête, une nouvelle compréhension dans ses yeux. « Donc vous n'êtes pas juste assise là, vous préparez quelque chose. »« Je prépare tout, » dis-je. « La seule question est, êtes-vous intéressé à m'aider à réduire sa carrière en cendres? Ou préférez-vous être sa prochaine victime silencieuse ?» Un lent sourire se dessina sur le visage de Clara, et il ne ressemblait en rien aux expressions polies et professionnelles qu'elle arborait au bureau. Ce sourire était acéré, prédateur et absolument magnifique. « Éléonore, je pense que Julien a fait une grave erreur de calcul en m'engageant. Il a supposé que j'étais juste une autre femme ambitieuse prête à tolérer ses saletés pour gravir les échelons. Ce qu'il ne sait pas, » elle se pencha en avant, sa voix tombant à un murmure conspirateur, « c'est que depuis 3 ans, je suis consultante bénévole pour une association de défense contre le harcèlement au travail, documentant des cas de harcèlement en entreprise. » L'air dans la pièce crépita d'une énergie soudaine et électrisante. Julien n'avait pas seulement embauché une victime, il avait engagé une chasseresse. Il n'a pas engagé sa prochaine cible, termina Clara. Il a engagé son pire cauchemar. La pièce semblait chargée d'un nouveau type de pouvoir. Clara n'était pas seulement de mon côté, elle était professionnellement équipée pour mener cette guerre. Nous n'étions plus seulement 2 employées mécontentes. Nous étions une équipe de démolition de 2 femmes, franchissant sa porte d'entrée chaque matin avec des mallettes pleines de sa propre destruction. Dans ce cas, dis-je en ouvrant mon ordinateur portable, nous devons établir quelques règles de base. Si nous allons faire ça, nous allons le faire parfaitement. Ce soir-là, en rentrant chez moi, mon esprit tournait avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. La révélation de Clara sur son travail associatif changeait complètement la donne. Il ne s'agissait plus seulement d'une vengeance personnelle. Il s'agissait de construire un dossier juridique en béton qui pourrait priver Julien du pouvoir de nuire à la carrière d'une autre femme. Quand j'ai franchi la porte de mon appartement, l'espace semblait différent. Les mêmes murs beiges, les mêmes meubles d'occasion, mais l'air bourdonnait de détermination au lieu de défaite. J'ai débarrassé ma table de salle à manger et j'ai étalé toutes les preuves que j'avais minutieusement collectées au cours des 4 dernières années. Des évaluations de performance où Julien louait mon travail par écrit, tout en me refusant des promotions. Des chaînes d'emails où il transmettait mes idées comme les siennes. Des comptes rendus de réunions où il rejetait publiquement mes contributions. Mais Clara avait raison. Nous avions besoin de plus qu'une simple collection de griefs. Nous avions besoin d'un dossier méthodique et irréfutable. J'ai ouvert un nouveau tableur crypté et j'ai commencé à créer des catégories, pratiques discriminatoires, malversation financière, sabotage des relations clients, schéma de rotation du personnel. Chaque incident nécessitait une date, une liste de témoins,
des pièces justificatives et un impact quantifiable sur les résultats de l'entreprise. Ma première entrée concernait le comportement de Julien lors de la réunion budgétaire du mois dernier. Date 15 mars, 14h30, salle de conférence B. Incident, Julien a interrompu ma présentation des projections financières 7 fois, chaque interruption visant à me faire paraître non préparée et déstabilisée. Témoins, Olivia, création, Simon, finance, Daniel, logistique. Preuves à l'appui. Ma présentation originale enregistrée avec un eurodatage, un email du client louant ma stratégie financière et le compte-rendu de la réunion qui omettait commodément ces interruptions. À 2 heures du matin, j'avais plus de 50 entrées couvrant 4 ans. Chaque ligne représentait un moment où Julien avait choisi la cruauté mesquine plutôt que le professionnalisme, l'ego plutôt que la compétence. Voir le schéma exposé de manière si clinique était à la fois profondément validant et absolument rageant. Ce n'était pas juste un patron lunatique, c'était un abus psychologique calculé conçu pour me maintenir en position subalterne. Le lendemain matin, je suis allée dans un magasin d'électronique et j'ai acheté un enregistreur vocal numérique haute fidélité, pas plus grand qu'un tube de baume à lèvres. La loi française autorise l'enregistrement d'une conversation si l'on y participe, ce qui signifiait que je pouvais légalement enregistrer toute conversation dont je faisais partie sans que Julien le sache. L'appareil était livré avec un logiciel qui horodaterait les enregistrements et les convertirait en fichiers texte consultables, créant une transcription parfaite de ces transgressions verbales. Apprendre à utiliser l'enregistreur est devenu ma nouvelle obsession. Je m'entraînais à l'activer d'un mouvement fluide et unique tout en attrapant un stylo. J'ai appris à le positionner sur une table pour une clarté audio optimale. J'ai mémorisé les séquences de boutons pour démarrer et arrêter un enregistrement sans jamais baisser les yeux. En une semaine, cela semblait faire partie intégrante de ma routine quotidienne. Mon tout premier enregistrement a capturé Julien réprimandant Olivia sur le calendrier du comte Morrison. Je ne devrais pas avoir à expliquer la gestion de projet de base à quelqu'un de votre niveau. Sa voix était limpide sur la lecture. Peut-être que certaines personnes ne sont tout simplement pas câblées pour gérer la pression. La réponse calme et pleine d'excuses d'Olivia, endossant la responsabilité d'un délai que Julien lui-même avait rendu impossible, m'a serré la poitrine d'une rage familière. Mais la documentation n'était que la moitié de la stratégie. J'avais besoin d'accéder au dossier du personnel de Julien, à ses notes de frais, aux procès-verbaux des réunions du conseil qu'il gardait toujours sous clé. Mon accès venait de 16 années passées à être sa solutionneuse de problèmes non officiels, celle à qui il confiait les tâches qu'il jugeait indignes de lui. Un jeudi soir tard, je suis restée après le départ des équipes de nettoyage. Le bureau de Julien était sécurisé par une carte d'accès que je n'étais techniquement pas censée avoir, mais il m'en avait donné une copie il y a des années pour les urgences. Je me suis glissée à l'intérieur et j'ai commencé une recherche silencieuse et méthodique. Les dossiers du personnel étaient une mine d'or. Julien offrait systématiquement aux nouvelles recrues féminines des salaires de départ de 10 à 15% inférieurs à ceux de leurs homologues masculins ayant les mêmes qualifications. Les femmes de ces services recevaient des augmentations annuelles plus faibles, moins de primes de performance et étaient soumises à des périodes d'essai plus longues. Le schéma était indéniable et systématique, mais les dossiers financiers ont révélé son secret le plus explosif. Depuis plus de 3 ans, il facturait des luxes personnels à l'entreprise. Les journées au spa de sa femme étaient déguisées en programme de bien-être pour cadres. Les frais de scolarité du lycée privé de son fils étaient répertoriés sous partenariat éducatif. Ses week-ends de golf avec son beau-frère étaient codés comme planification stratégique hors site, coûtant à l'entreprise des milliers d'euros chaque mois. La découverte la plus accablante fut un contrat de conseil avec une société écran appelée Moreau Conseil, appartenant à son frère Franck. Julien avait versé à la société de Franck près de 350 000 € sur 2 ans pour des conseils stratégiques, qui consistaient en des déjeuners mensuels et de vagues rapports d'une page qui recommandaient à Julien de poursuivre son approche de leadership actuelle. Les honoraires étaient astronomiques, et la société de Franck n'avait aucun autre client et aucune expertise démontrée dans notre secteur. J'ai tout photographié avec mon téléphone, les factures, les relevés bancaires, les autorisations falsifiées du conseil d'administration
et les emails entre Julien et Franck discutant de la manière de rendre leur arrangement frauduleux légitime. Julien n'était pas seulement un tyran misogyne, c'était un escroc, volant l'entreprise tout en réduisant les budgets des départements et en refusant des augmentations à ses employés. Clara s'est avérée être un atout inestimable pour recueillir des informations auxquelles je n'aurais jamais pu accéder. Au cours de sa 3e semaine, Julien l'a invitée à une session de stratégie, qui était en réalité une expédition de pêche pour tester ses limites personnelles. Clara portait le micro que je lui avais donné, capturant un flot de commentaires de plus en plus inappropriés sur ses vêtements et des allusions pas si subtiles que sa trajectoire de carrière dépendait de leur alchimie personnelle. Il m'a carrément dit que le parcours de promotion pour les femmes chez Apex exige un ensemble de compétences différents de celui des hommes, a rapporté Clara lors de notre séance de débriefing dans ma voiture ce soir-là. Nous avions commencé à nous rencontrer au dernier étage désert du parking après le travail. Il a suggéré que les femmes qui réussissent savent comment mettre les hommes de pouvoir à l'aise, puis m'a demandé si je voyais ce qu'il voulait dire. « Qu'as-tu répondu » Je lui ai dit que je croyais en l'avancement par une performance exceptionnelle. Il a ri et m'a dit que c'était un point de vue charmant, mais naïf. Puis il a posé sa main sur mon épaule et a dit que certaines femmes ont juste besoin d'un peu de guidage pour comprendre comment fonctionne le monde réel. Chaque enregistrement que Clara m'apportait ajoutait une nouvelle couche à notre dossier. Il testait les limites lentement, intensifiant son comportement tout en maintenant toujours une once de déni plausible. Les compliments professionnels ont commencé à inclure des contacts physiques inutiles. Les suggestions de réunions après le travail sont devenues plus insistantes. Il préparait Clara, tout comme il avait préparé d'innombrables autres avant elle. Mais l'information la plus cruciale de Clara provenait des appels téléphoniques privés de Julien. Les murs de son bureau étaient étonnamment minces et le bureau de Clara était situé juste à côté. Elle a commencé à surprendre ses conversations avec les membres du conseil d'administration, où il blâmait constamment la baisse des bénéfices sur l'incompétence des employés, tout en s'attribuant le seul mérite de tout succès. Il a dit au président du conseil, Arthur Sterling, que nos problèmes de fidélisation des clients étaient dus à un personnel de soutien inadéquat et non à sa propre gestion défaillante des relations. Il a dit à Sterling que j'exige une surveillance constante parce que les femmes peuvent avoir du mal avec la prise de décision indépendante, a chuchoté Clara, les yeux brillants de fureur lors d'une de nos réunions dans le parking. Il a présenté ma promotion comme une expérience de diversité qui pourrait ne pas aboutir. Ces conversations surprises, que Clara a méticuleusement documentées, ont révélé les véritables opinions, non filtrées, de Julien sur ses employés. Des opinions qui contredisaient directement ses déclarations publiques sur l'égalité au travail. À la fin du mois, nous avions un arsenal. Des conversations enregistrées prouvant une discrimination délibérée. Des dossiers financiers montrant un détournement de fonds systématique. Des dossiers du personnel démontrant des pratiques d'embauche et de rémunération illégales. Une correspondance client révélant comment l'arrogance de Julien avait endommagé des relations commerciales clés. Mais la dernière pièce du puzzle est tombée en place lorsque Clara a surpris Julien au téléphone avec son frère, Franck. Il exposait son plan pour me licencier juste avant mon 16e anniversaire de service, une manœuvre conçue pour me priver de mes congés payés accumulés et de mes droits à la retraite acquis. Il parlait de fabriquer une série de problèmes de performance qui justifieraient un licenciement immédiat pour faute grave, sans indemnité. « Il va se débarrasser de vous de toute façon », a dit Clara, en faisant glisser l'enregistreur sur ma table de cuisine ce soir-là. Il a dit à Franck que vous garder le faisait paraître faible, comme s'il ne pouvait pas gérer ses propres employés. Il veut que vous partiez avant que vous ne deveniez un handicap. Entendre Julien comploter nonchalamment pour effacer ma carrière et voler les avantages que j'avais mis 16 ans à gagner a solidifié ma résolution en quelque chose d'incassable. Cette nuit-là, j'ai tout compilé en une seule présentation complète. Vol financier, discrimination systématique, sabotage de clients, harcèlement d'employés, planification de licenciement illégal. Chaque section était étayée par des preuves horodatées, des listes de témoins, des enregistrements audio et un impact commercial documenté. L'enveloppe que j'avais préparée n'était pas seulement une lettre de démission, c'était la nécrologie professionnelle de Julien, écrite de ses propres mots et signée avec des preuves irréfutables. Julien pensait qu'il jouait aux échecs, déplaçant ses pièces sur l'échiquier en toute impunité.
Il n'avait aucune idée que j'avais appris un jeu entièrement différent, celui où les pions prennent le roi. Apprendre à Clara comment manipuler Julien sans se perdre dans le processus était la partie la plus délicate de notre opération. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café à plusieurs rues du bureau, un terrain neutre où il était peu probable que nous soyons vus. Clara remuait nerveusement son cappuccino, encore sous le choc du volume de preuves que nous avions amassé. « Tu dois comprendre la psychologie de Julien », commençai-je en faisant glisser un petit carnet sur la table. « Il fonctionne avec deux choses, la validation et le contrôle. Si tu flattes son ego, il te racontera des secrets qu'il ne devrait jamais partager. Si tu défies son autorité, il essaiera de te détruire. » Clara ouvrit le carnet sur des pages remplies de mes notes comportementales manuscrites. Une étude de 16 ans sur un prédateur. « Il a besoin de se sentir comme la personne la plus intelligente de la pièce », lut-elle à haute voix. « Il convoite le crédit pour des idées qui ne sont pas les siennes. Il devient défensif lorsqu'on lui demande des détails, car il les comprend rarement. Demain, instruisis-je, va dans son bureau et demande-lui son avis sur les chiffres trimestriels du groupe Northwind. Dis-lui que tu apprécies sa vision stratégique. Il passera 20 minutes à te faire la leçon sur des principes de marketing de base que tu connais déjà. Mais au passage, il te divulguera également des informations confidentielles sur les clients qu'il n'a pas le droit de partager. Ne se doutera-t-il pas que je le manipule ? Le plus grand angle mort de Julien est son propre complexe de supériorité. Il croit que les femmes sont naturellement déférentes envers l'autorité masculine. Tes questions ne seront pas perçues comme une stratégie. Elles seront perçues comme un respect approprié. Le lendemain, Clara a joué son rôle à la perfection. Elle a frappé à la porte ouverte de Julien vers 10 heures, tenant un bloc-notes et arborant une expression de confusion sincère. À travers les parois vitrées de son bureau, j'ai vu la posture de Julien passer de l'ennui agacé à une suffisance pavanante, alors que Clara demandait ses conseils. 25 minutes plus tard, elle est sortie avec 3 pages de notes et un compte rendu complet de l'évaluation par Julien de l'ensemble de notre portefeuille de clients, y compris des détails confidentiels sur les négociations de renouvellement de contrats, les vulnérabilités budgétaires et les menaces concurrentielles. Il venait de lui remettre des informations stratégiques qui auraient dû nécessiter une autorisation au niveau du conseil d'administration pour y accéder. Il m'a carrément dit quel client il pense être à risque de partir et pourquoi, m'a chuchoté Clara pendant notre pause café. Il a dit que le groupe Northwind trouve que nos prix sont dépassés, mais il ne va pas les ajuster car il pense qu'ils bluffent à propos de trouver une autre agence. L'arrogance de Julien était notre plus grand atout. Son besoin désespéré de paraître omniscient l'emportait constamment sur son sens des affaires, créant un flux constant d'opportunités pour Clara d'extraire des informations incriminantes. Au cours des semaines suivantes, Clara a perfectionné sa performance jusqu'à en faire un art. Elle a appris à rire de ses terribles blagues, à hocher la tête avec appréciation pendant ses monologues autoglorifiants et à poser juste les bonnes questions pour qu'il se sente comme un génie. Son jeu d'actrice était si convaincant car il était alimenté par un but bien plus grand qu'une simple manipulation. Chaque conversation qu'elle avait avec Julien était une brique de plus dans le mur de notre dossier contre lui. Mais le timing de la révélation finale était crucial. La réunion trimestrielle du conseil d'administration était prévue dans 6 semaines, ce qui nous donnait juste assez de temps pour rassembler un ensemble de preuves complet et indéniables, tout en s'assurant que Julien se sente complètement en sécurité dans son pouvoir avant que nous ne lui tirions le tapis sous les pieds. Clara et moi avons passé des heures à étudier les profils de chaque membre du conseil, identifiant leurs points de pression et leurs motivations individuelles. Arthur Sterling, le président, était un homme de chiffres qui se souciait avant tout du profit et de l'exposition juridique. Isabella Rossi était une ancienne directrice des ressources humaines passionnée par la culture d'entreprise et le moral des employés. La principale préoccupation de Kenji Tanaka était la position sur le marché et la fidélisation des clients. Et la docteure Evelyn Ray, une universitaire à la retraite, était la boussole éthique du conseil. Chacun d'eux réagirait différemment aux transgressions de Julien, et nous devions adapter notre présentation pour un impact maximal. Sterling voudra voir des données concrètes montrant comment le comportement de Julien a affecté les résultats financiers, expliquai-je à Clara lors d'une de nos sessions de planification nocturne. Rossi aura besoin de témoignages d'employés et d'une documentation claire d'un environnement de travail hostile.
Tanaka a besoin de voir la preuve que Julien nuit activement aux relations avec les clients. Et la Dr Ray? La Dr Ray a fondé la bourse communautaire Apex. Intervint Clara, qui avait fait ses devoirs. Elle croit que le succès de l'entreprise s'accompagne d'une responsabilité sociale. La misogynie de Julien est une contradiction directe de tout ce qu'elle défend. Nous avons créé des dossiers de preuves distincts, conçus pour parler directement aux priorités de chaque membre du conseil. Une expertise financière pour Sterling. Des données d'enquête anonymisées sur les employés pour Rossi. Un portefeuille de plaintes de clients pour Tanaka. Et pour la Dr Ray, une analyse détaillée de la manière dont les pratiques discriminatoires de Julien nuisaient à la réputation de l'entreprise dans la communauté. Le rôle de Clara exigeait un niveau de performance soutenu qui aurait brisé la plupart des gens. Elle devait endurer les avances croissantes de Julien tout en les enregistrant secrètement, accepter gracieusement le crédit pour mon travail tout en documentant méticuleusement le vol intellectuel et maintenir son sang-froid professionnel tout en complotant activement sa chute. Certains matins, je me réveille et j'ai juste envie d'entrer dans son bureau et de lui dire exactement quelle pathétique excuse de leader il est, a-t-elle avoué pendant une semaine particulièrement éprouvante. Qu'est-ce qui t'en empêche? Savoir que quelques minutes de satisfaction l'alerteraient et qu'il commencerait à couvrir ses traces. Je préfère avaler ces absurdités pendant encore 6 semaines et le voir tout perdre pour de bon. Notre planification de contingence est devenue une obsession. Nous avons simulé toutes les défenses possibles que Julien pourrait monter, le déni, la diffamation, les allégations de complot, les menaces de représailles. Pour chaque scénario potentiel, nous avons préparé une contre-offensive, une preuve irréfutable qui neutraliserait son argument avant qu'il ne puisse prendre de l'ampleur. La pièce la plus critique du plan était de nous protéger d'un licenciement immédiat. Nous savions que la première action de Julien, une fois exposée, serait de nous renvoyer toutes les deux avant que nous puissions atteindre le conseil. La solution de Clara était brillante. Nous orchestrerions notre révélation pour qu'elle se produise lors d'une réunion que Julien ne pourrait pas contrôler. Il programme toujours ses grandes annonces de promotion pour maximiser sa propre gloire, a observé Clara. Il veut que l'équipe de direction se concentre sur son grand leadership, pas qu'elle soit distraite par des problèmes de RH. Si nous choisissons bien notre moment, il ne pourra pas nous faire taire sans paraître coupable comme le péché. 3 semaines avant la réunion du conseil, nous sommes entrés dans notre phase finale. Clara a continué d'être la protégée vedette de Julien, recueillant ses déclarations auto-incriminantes, tandis que je polissais nos preuves pour en faire une arme de précision chirurgicale. L'enveloppe dans ma mallette contenait désormais un résumé de 15 pages qui mettrait fin à la carrière de Julien Moreau. Il comprenait les coordonnées des membres du conseil, des précédents juridiques, des enregistrements transcrits, des analyses financières et une chronologie détaillée de 4 années d'abus systématiques. La destruction de Julien était complète. Il ne le savait tout simplement pas encore. Dans la salle de conférence, alors que Julien annonçait sa promotion, Clara et moi avons échangé un regard bref et imperceptible. Nous n'avons pas souri. Nous n'en avions pas besoin. L'homme qui nous voyait comme ses victimes parfaites était sur le point d'apprendre que nous étions ses parfaites exécutrices. Le matin de la confrontation arriva avec une bruine froide et grise, qui correspondait à l'acier dans mes veines. Dans ma mallette, l'enveloppe Kraft pesait comme du plomb. Elle contenait 15 pages de la ruine professionnelle de Julien, un dossier méticuleusement organisé qui mettrait fin à sa carrière en quelques heures. 3 ans d'embauche discriminatoire, de fraude financière, de sabotage de clients et de harcèlement systématique. Le tout documenté avec des horodatages, des enregistrements audio et des preuves irréfutables. J'avais passé la nuit précédente à revoir chaque document, chaque fichier, m'assurant que notre dossier était absolument impénétrable. L'enveloppe elle-même était un chef-d'œuvre symbolique. Du papier vélin lourd de couleur crème, le papier à lettres préféré de Julien pour les communications du conseil, scellé avec l'autocollant en relief du logo d'Apex Innovations, qu'il insistait pour utiliser. Il reconnaîtrait la présentation formelle, la marque de sa propre autorité, sans jamais soupçonner que le contenu anéantirait tout ce qu'il avait construit. Clara arriva au bureau, impeccable, sa robe carmin une touche de couleur audacieuse contre la matinée maussade. Son sourire professionnel ne laissait rien deviner de la bombe qu'elle était sur le point de faire exploser. Nous avions répété cette matinée d'innombrables fois, mais la voir dans son personnage, prête pour l'acte final,
semblait encore surréaliste. Julien avait convoqué sa réunion spéciale pour 10 heures, rassemblant l'équipe de direction dans la salle de conférence principale pour ce qu'il croyait être une célébration de sa propre prise de décision brillante. Olivia, de la création, a apporté une carte de félicitations. Simon, des finances, avait un dossier prêt pour les discussions sur l'allocation budgétaire. Tout le monde s'attendait à une journée normale. Je suis entrée dans la pièce avec ma mallette, mon visage figé dans une expression de défaite silencieuse et professionnelle. Julien rayonnait sur son équipe, se prélassant dans les louanges anticipées pour son leadership. Il fit signe à Clara de prendre le siège d'honneur à côté de lui, à la tête de la table. « Merci à tous de vous être joints à moi avec si peu de préavis », commença Julien, sa voix irradiant la chaleur feinte qu'il utilisait pour ces occasions. Aujourd'hui marque un nouveau et passionnant chapitre pour Apex. La promotion de Clara au poste de directrice de la création représente notre engagement indéfectible envers l'innovation et l'excellence stratégique. L'équipe applaudit poliment. Je gardais les mains croisées sur mes genoux, les yeux baissés, comptant les secondes jusqu'à ce que Julien se pende avec ses propres mots. Éléonore a bien sûr été un soutien inestimable pour nos efforts créatifs au fil des ans, poursuivit-il, son ton passant à la gentillesse condescendante qu'il utilisait pour les employés loyaux mais limités. Cependant, l'avenir d'Apex exige un niveau de stratégie dynamique et visionnaire que, franchement, les compétences d'Éléonore ne sont pas équipées pour fournir. Olivia se tortilla mal à l'aise. Le sourire de Simon vacilla. Daniel arrêta de prendre des notes et leva les yeux vers Julien avec une lueur de désapprobation. Même les sycophantes de Julien pouvaient sentir la cruauté dans son renvoi public. Mais Julien ne faisait que s'échauffer. Sa confiance gonflait à chaque remarque condescendante. « Franchement, j'ai été trop généreux en gardant Éléonore dans son rôle actuel aussi longtemps », déclara-t-il, se penchant en arrière avec un air de satisfaction suffisante. Elle manque simplement de la vision requise pour un véritable leadership stratégique. Clara représente l'avenir, le type de professionnel dont nous avons besoin pour rester en tête. Ces mots auraient dû me briser. Il y a 4 ans, il l'aurait en fait. Mais aujourd'hui, je sentais juste Julien resserrer le nœud coulant autour de son propre cou. Il créait le contexte parfait pour notre révélation, se peignant comme le tyran sans cœur dont la chute ressemblerait à une justice. Je plongeai la main dans ma mallette et en sortis l'enveloppe. Mes mains étaient parfaitement stables. Julien remarqua le mouvement, mais continua son monologue, supposant probablement que je préparais ma démission ou des notes de transition pour Clara. « Le travail d'Éléonore a été adéquat pour maintenir le statu quo, dit-il, sa voix dégoulinant de dédain. Mais l'adéquation n'est plus suffisante. Nous avons besoin d'excellence. Nous avons besoin d'innovation. » Je me levai lentement, maintenant ma posture vaincue alors que je m'approchais de son bout de la table. L'équipe regardait, leur curiosité piquée. Julien fit une pause, un sourire satisfait sur le visage, alors que je posais l'enveloppe sur la table devant lui. « Je vous remercie pour cette opportunité, Julien, » dis-je doucement, utilisant le même ton soumis que j'avais perfectionné pendant 16 longues années. « Je crois que vous trouverez tout ce dont vous avez besoin ici. » Son sourire s'élargit alors qu'il ramassait l'enveloppe, s'attendant clairement à une lettre de démission qui scellerait sa victoire. Il rompit le seau d'un coup de pouce confiant, prêt à se délecter de son moment de triomphe. La première page fit disparaître la couleur de son visage. La seconde fit trembler ses mains. À la troisième, il semblait avoir oublié comment respirer. Son expression passa de la supériorité suffisante à la terreur pure et sans mélange, alors qu'il réalisait qu'il ne tenait pas une démission. Il tenait la preuve de chaque crime qu'il avait jamais commis contre son entreprise et ses employés. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-il, sa voix un râle étranglé. « Votre évaluation de performance », dis-je, ma voix toujours calme mais maintenant glaciale. 4 ans de mauvaise conduite documentée, de fraude financière, de discrimination et de harcèlement. Tout ce dont le conseil d'administration a besoin pour comprendre exactement qui vous êtes. La pièce tomba dans un silence de mort. Tout le monde pouvait sentir le sol se dérober sous leurs pieds. Le visage de Julien passa par l'incrédulité, la panique et le calcul désespéré, alors qu'il feuilletait frénétiquement des pages de ses propres mots transcrits, de ses crimes documentés, de son schéma irréfutable d'abus. Puis, Clara se leva et le monde bascula sur son axe. « Julien », dit-elle, sa voix résonnant d'une autorité que personne dans cette pièce n'avait jamais entendue de sa part. «
Je pense qu'il y a eu un malentendu sur mon rôle ici. Il leva les yeux des pages accablantes, son visage un masque de choc. Clara, quoi qu'Éléonore vous ait dit, elle est instable. C'est une dépression nerveuse, l'acte d'une employée mécontente. En fait, Julien, dit Clara, sa voix froide et stable, Éléonore et moi travaillons sur ce dossier ensemble depuis des semaines. Chaque conversation que nous avons eue, chaque suggestion inappropriée que vous avez faite, chaque commentaire misogyne sur votre personnel féminin, tout a été documenté, avec ma pleine coopération. La transformation était stupéfiante. La nouvelle recrue déférente avait disparu. À sa place se tenait une professionnelle redoutable qui avait joué un rôle avec une précision à couper le souffle. Elle plongea la main dans sa propre mallette et produisit une seconde enveloppe, celle-ci contenant des enregistreurs numériques, et un journal de ses tentatives pour la préparer et la manipuler. « Vous m'avez enregistré ?» Sa voix se brisa. « Nous vous avons enregistré avouant une discrimination systématique. Nous vous avons enregistré admettant une fraude financière. Nous vous avons enregistré exposant vos plans pour harceler et licencier des employés. Éléonore et moi avons construit un dossier qui non seulement mettra fin à votre carrière, mais pourrait très bien conduire à des poursuites pénales. » L'équipe de direction était figée, comprenant enfin qu'ils assistaient non pas à une autre humiliation, mais à un coup d'État. La main d'Olivia était plaquée sur sa bouche. Simon fixait son bloc-notes d'un air absent. Daniel se pencha en arrière dans sa chaise, son expression passant lentement de la confusion à quelque chose qui ressemblait beaucoup à une satisfaction sinistre. Le téléphone de Julien vibra sur la table. Puis il vibra à nouveau. En 1 minute, ce fut une cascade de notifications. Appels et SMS des membres du conseil qui venaient de recevoir leur propre copie anticipée de notre dossier de preuve. Nous avions parfaitement synchronisé notre action. Ils examinaient ces crimes pendant qu'il était piégé dans une pièce pleine de témoins. Le conseil demande une réunion d'urgence, balbutia Julien, sa voix creuse alors qu'il lisait les messages dévastateurs. Ils veulent discuter de questions de personnel. Ils veulent discuter de votre licenciement, corrigeai-je, abandonnant enfin l'acte de soumission et me redressant. Arthur Sterling a reçu nos preuves à 9h ce matin. Isabella Rossi écoute vos conversations enregistrées depuis 9h15. La Dr Ray est, en ce moment même, en train d'examiner les dossiers financiers qui prouvent que vous avez détourné plus de 350 000 € de cette entreprise. La mâchoire de Julien tomba. « Vous êtes allé voir le conseil dans mon dos ?» Nous sommes allés voir le conseil avec des preuves d'activités criminelles qui ont un impact direct sur leurs devoirs fiduciaires. Ils ont l'obligation légale d'agir. 40 minutes plus tard, les membres du conseil commencèrent à arriver. Arthur Sterling, le visage un masque sinistre, passa devant Julien sans un mot. Isabella Rossi serrait un épais dossier d'emails imprimés. Kenji Tanaka et la Dr Ray conféraient tranquillement près des ascenseurs, leurs expressions sérieuses indiquant clairement qu'ils avaient déjà rendu leur verdict. La réunion d'urgence se tint dans la grande salle du conseil. Julien était assis à un bout de la table comme un accusé. Les membres du conseil s'installèrent de chaque côté, leur langage corporel une forteresse de désapprobation. Clara et moi étions assises ensemble à l'autre bout, nos preuves soigneusement organisées devant nous. « Julien !» commença Arthur Sterling, sa voix lourde de l'autorité d'un homme qui ne tolérait aucun imbécile. « Nous avons examiné une documentation étendue et profondément troublante de votre conduite. Avant de continuer, avez-vous une explication à offrir ?» Julien tenta de convoquer son ancien charme, une lueur désespérée et pathétique de son ancien lui-même. « Arthur, je pense qu'il y a eu un terrible malentendu. Éléonore est clairement une employée mécontente, et Clara semble avoir été manipulée par elle. »« Julien, » intervint la Dr Ray, sa voix tranchante comme du verre, « nous avons des enregistrements de vous admettant des pratiques salariales discriminatoires. Nous avons des relevés bancaires montrant que vous avez facturé les frais de scolarité de votre fils à l'entreprise. Nous avons des données salariales prouvant un schéma de discrimination fondé sur le sexe qui viole la loi. Ce n'est pas un malentendu. C'est un schéma de comportement criminel. » L'offensive de charme de Julien s'effondra en poussière. Ces enregistrements ont été faits sans mon consentement. Dans un État où le consentement d'une seule partie est requis, et où Éléonore était une participante légale à ces conversations, déclara sèchement Isabella Rossi. Votre attente de vie privée ne l'emporte pas sur les lois fédérales anti-discrimination et anti-détournement de fonds.
Le vote de défiance fut rapide et brutal. Il prit moins de 5 minutes. Chaque membre du conseil exposa sa position. Le maintien de Julien à la direction était un risque juridique, financier et éthique inacceptable. La motion fut adoptée à l'unanimité. Julien Moreau, vous êtes par la présente démis de toutes vos fonctions exécutives, avec effet immédiat, annonça Sterling. La sécurité vous escortera hors des locaux après que vous aurez remis tous les biens de l'entreprise. Le dernier plaidoyer de Julien fut un gémissement pathétique. « S'il vous plaît, je peux arranger ça. J'ai appris ma leçon. Donnez-moi juste une autre chance. »« Julien, » dit la docteure Ray, son ton s'adoucissant d'une pointe de pitié. « Ce n'étaient pas des erreurs. C'était des choix. 4 ans de choix documentés qui ont nui à vos employés, à vos clients et à vos actionnaires. Le conseil ne peut pas fermer les yeux. » 2 gardes de sécurité au visage de Pierre arrivèrent en quelques minutes, emballant efficacement et impersonnellement ses effets personnels dans des boîtes en carton. Regardez les symboles de son pouvoir, les stylos chers, les photos de famille encadrées, les trophées de golf, être inventoriés sans cérémonie par des étrangers semblait être un rêve. « Éléonore » dit Sterling, alors que Julien était conduit vers les ascenseurs, un fantôme dans sa propre vie. Le conseil aimerait discuter de la direction par intérim. Êtes-vous disponible ? 30 minutes plus tard, j'étais assise dans le fauteuil même où Julien avait autrefois prononcé ces cruelles déclarations, écoutant le conseil m'offrir son poste. PDG par intérim, le salaire de Julien, le bureau de Julien, l'autorité de Julien sur l'entreprise qu'il avait si près de détruire. Nous comprenons que c'est beaucoup à digérer, dit gentiment la docteure Ray. Prenez le temps de considérer l'offre. Je regardais autour de moi dans la pièce où j'avais été humiliée, ignorée et maltraitée pendant des années. Maintenant, ces mêmes murs témoigneraient de mon ascension. J'accepte, dis-je, ma voix claire et stable. Et ma première décision sera de traiter de l'avenir professionnel de Monsieur Moreau. J'ai quelques idées que vous trouverez, je pense, constructives. 2 semaines plus tard, Julien Moreau franchit les mêmes portes vitrées que j'avais franchies 16 ans plus tôt. Il n'était pas un jeune diplômé aux yeux brillants commençant un travail de rêve. Il se présentait pour son service en tant que mon assistant de direction, portant son déjeuner dans un sac en papier brun et vêtu d'un costume qui semblait maintenant trop grand pour lui. De mon nouveau bureau, l'ancien bureau de Julien, je le regardais se tenir avec incertitude à côté du petit bureau fonctionnel que nous avions placé juste devant ma porte. Il était exigu et positionné pour une visibilité maximale. Tous ceux qui venaient me voir le verraient en premier. Sa première tâche fut d'organiser mon emploi du temps. Il fixe le logiciel de planification avec un air de perplexité totale. En tant que PDG, Julien avait simplement dit aux gens quand se rencontrer. Il n'avait jamais eu à jongler avec des horaires contradictoires ou à gérer la logistique complexe du temps d'un cadre supérieur. « Julien » l'appelai-je depuis mon bureau, utilisant le même ton patiemment condescendant qu'il avait autrefois utilisé avec moi. N'oubliez pas de vérifier la disponibilité de la salle du conseil avant de programmer la présentation Northwind. Nous ne voudrions pas de double réservation embarrassante, n'est-ce pas? Sa mâchoire se serra, mais il hocha sèchement la tête. Bien sûr, Madame Vance, je vais le vérifier immédiatement. Madame Vance, après 16 ans à m'appeler Éléonore, à me mépriser, à me traiter comme un meuble, il utilisait enfin mon titre approprié. La formalité était délicieuse, née non pas du respect, mais de la peur. Mon téléphone sonna. Je répondis, gardant les yeux sur Julien alors qu'il luttait avec le logiciel. Éléonore Vance à l'appareil. Madame Vance, ici Janet Morrison de Morrison Industries. Nous avons été ravis d'apprendre le changement de direction. Pour être franc, Julien Moreau devenait impossible à gérer, et nous envisagions activement de changer d'agence. Votre réputation vous précède, et nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat. La tête de Julien se redressa brusquement. Son visage devint blême en réalisant que les clients célébraient son départ. Après l'appel, je me dirigeai vers son bureau et lui tendis une épaisse liasse de notes de frais. Celles-ci doivent être classées par ordre alphabétique de fournisseurs, puis par ordre chronologique, et vérifier les calculs. Je les veux exacts au centime près. Il regarda les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Le travail de détail n'avait jamais été son fort. « Madame Vance, balbutia-t-il, j'ai un peu de mal avec le système de catégorisation. Pourriez-vous me donner quelques indications ?» Il n'avait jamais appris à faire le travail, seulement à le déléguer. Je tirai une chaise.
Alors, Julien, je sais que cela peut paraître compliqué, alors essayez de suivre. Les noms des fournisseurs sont triés par ordre alphabétique. A vient avant B, B avant C. Pouvez-vous gérer ça, ou dois-je vous écrire l'alphabet? Ses joues brûlèrent d'une honte familière, mais il se contenta de hocher la tête et de commencer à trier les papiers. Le regarder se débattre avec des tâches administratives de base était plus satisfaisant que n'importe quelle dispute n'aurait pu l'être. À 15 heures, Olivia arriva pour notre réunion de stratégie marketing. Elle passa devant le bureau de Julien sans un regard. « Olivia, entrez, dis-je. Julien, apportez un bloc-notes. Vous prendrez le procès-verbal. » Le choc sur son visage était palpable. Dans la réunion, Olivia, libérée du jugement oppressant de Julien, s'épanouit. Elle présenta des stratégies numériques brillantes. Les mêmes idées que Julien avait autrefois rejetées comme risquées. « C'est fantastique, Olivia, dis-je. Pourquoi n'avons-nous pas fait ça avant ?» Olivia jeta un regard nerveux à Julien, qui griffonnait furieusement des notes, le visage d'un rouge profond. La direction précédente estimait que ces approches étaient prématurées. La direction précédente avait tort. Mettons-les en développement la semaine prochaine. Le stylo de Julien s'arrêta. Il venait d'être forcé de documenter sa propre incompétence. À 17 heures, ses anciens collègues commencèrent à partir pour la journée, me lançant des au revoir joyeux, tout en l'ignorant complètement. « Julien, dis-je, alors que le bureau se vidait, j'ai besoin de vous ici à 7 heures demain matin. Nous avons des appels avec l'équipe de la côte ouest et j'aurai besoin de café et des documents de réunion prêts. » Il était rarement arrivé avant 9 heures. Maintenant, il était le personnel de soutien. « 7 heures, Madame Vance. Je serai là. » Alors que je le regardais se diriger vers l'ascenseur à la fin de sa première journée, il avait l'air plus petit, vaincu. « Oh, et Julien !» l'appelai-je alors que les portes s'ouvraient. « Demain, nous discuterons de vos objectifs de performance. Je pense que vous trouverez mon style de management très éducatif. » Les portes se refermèrent sur son visage atterré, me laissant seul à l'étage de la direction qui était enfin et à juste titre le mien. La rééducation de Julien commença sérieusement le lundi suivant. J'arrivai à 7 heures pour le trouver aux prises avec le mode d'emploi de la machine à café. Son costume cher avait l'air ridicule alors qu'il mesurait le café moulu. « Bonjour Julien », dis-je vivement. « J'espère que vous avez préparé les documents pour notre appel de 8 heures avec le groupe Henderson ?» Il pâlit, ayant manifestement oublié. « Mes excuses, Madame Vance. Je vais les chercher tout de suite. »« Pas besoin de vous presser, » dis-je, lui renvoyant ses propres mots. J'aurais dû être plus clair, je suppose, bien que j'ai supposé qu'une préparation de base était une évidence pour quelqu'un avec vos années d'expérience. Il tressaillit comme si je l'avais giflé. Pendant l'appel, je le fis s'asseoir à la table avec un bloc-notes, son seul but étant de documenter, pas de participer. Quand il essaya d'intervenir avec une pensée stratégique, je le coupai. « Julien, s'il vous plaît, concentrez-vous sur vos notes. Nous pourrons discuter de vos observations plus tard, lors de votre séance de feedback. » Le renvoi était professionnellement poli et chirurgicalement efficace. Mais la véritable guerre psychologique se déroulait lors de nos points quotidiens de 16h30, l'heure exacte à laquelle il me convoquait pour ses critiques quotidiennes. « Julien, commençai-je lors de notre première session, j'ai remarqué plusieurs problèmes dans vos communications aujourd'hui. Votre email à Morrison Industries était beaucoup trop familier. Votre suivi au groupe Henderson manquait d'action claire. Et votre gestion de l'agenda a créé une double réservation qui était franchement embarrassante à corriger. Il était assis dans la chaise où je m'étais assise autrefois, absorbant le même minage systématique qu'il avait perfectionné. Comment me suggérez-vous de m'améliorer, Madame Vance? Eh bien, Julien, je pensais qu'une communication efficace était évidente. Peut-être avez-vous besoin d'une formation supplémentaire. Je pourrais vous faire suivre Olivia, afin que vous puissiez observer l'étiquette professionnelle appropriée. La suggestion que lui, l'ancien PDG, avait besoin d'une formation d'une subordonnée et qu'Olivia serait témoin de son incompétence était un coup de maître en matière d'humiliation. Son visage devint blanc. 3 semaines plus tard, sa façade commença à se fissurer. Lors d'une réunion d'équipe, il tenta instinctivement d'offrir des conseils de direction sur une question budgétaire. « Julien, » l'interrompis-je doucement, « votre rôle ici est de documenter,
pas de stratégiser. Veuillez vous en tenir à vos notes. Sa tentative de retrouver sa pertinence n'avait fait que souligner son inutilité. Le point de rupture arriva lors de sa 6e semaine. Après une matinée passée à commettre des erreurs répétées et frustrantes sur les notes de frais, je le convoquai pour sa séance de feedback. Son sang-froid vola finalement en éclats. « Éléonore, s'il vous plaît », murmura-t-il, abandonnant toute formalité. « Je ne peux pas faire ça. L'humiliation, les tâches subalternes, regarder tout le monde me traiter comme si j'étais invisible. C'est insupportable. » Des larmes coulèrent sur son visage. « Je ferai n'importe quoi. Je changerai. Je respecterai les gens. Donnez-moi juste une autre chance. » J'écoutais avec le même détachement froid qu'il m'avait toujours montré. Puis je lui tendis une boîte de mouchoirs. « Julien, les actions ont des conséquences. Vous avez passé 16 ans à construire une carrière sur le dos des autres. Ces conséquences ne disparaissent pas simplement parce que vous avez enfin ressenti ce que cela fait. Mais j'ai appris ma leçon. Vous avez appris que se sentir maltraité est désagréable, le corrigeai-je. Ce n'est pas la même chose que de comprendre que maltraiter les autres est mal. Votre regret concerne vos circonstances, pas votre caractère. » Il s'affaissa dans sa chaise, vaincu. Il avait créé ce monstre, et maintenant celui-ci le traitait avec sa propre efficacité impitoyable. Par la fenêtre de mon bureau, sa femme attendait dans sa voiture. Il ne pouvait plus se permettre le leasing de la sienne. Leur dispute, même à travers la vitre, était animée. Sa chute professionnelle empoisonnait sa vie personnelle, et il apprenait enfin que le respect ne se demande pas. Le dernier clou dans le cercueil de son ancien lui-même fut planté lors d'une présentation à Blackstone Industries, un énorme client potentiel. Julien, chargé de prendre des notes, décida d'intervenir avec sa sagesse dépassée. « Si je peux me permettre, » commença-t-il en se levant de sa chaise, « le ciblage démographique traditionnel reste le fondement de toute campagne efficace. » La directrice exécutive, Maria Santos, le regarda avec une confusion totale. Ils avaient spécifiquement demandé notre expertise en transformation numérique. « J'apprécie la perspective historique de Julien », dis-je, intervenant pour sauver la réunion. Cependant, notre stratégie actuelle est axée sur des approches numériques intégrées. Le mal était fait. Il nous avait fait paraître divisés et incompétents. Après coup, je le convoquai dans mon bureau. « Votre interférence nous a peut-être coûté un contrat d'1 million d'euros. » Il s'effondra. « Je ne voulais pas, je pensais que mon expérience serait précieuse. » Votre expérience est exactement ce qui a failli détruire cette entreprise. C'est pourquoi vous prenez des notes maintenant. Sa vie personnelle implosa peu de temps après. Sa femme, Linda, reconstitua la vérité à partir d'anciens employés et demanda le divorce. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas être mariée à quelqu'un qui a bâti sa carrière sur la destruction des femmes, me dit-il, la voix creuse. Puis son fils de 18 ans, Jason, fit une visite surprise, trouvant son père à un minuscule bureau en train de s'embrouiller avec le classement. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Jason, sa voix remplie de confusion et de déception. L'humiliation devant son fils sembla achever son effondrement psychologique. Pendant ce temps, Apex prospérait. Les bénéfices montaient en flèche. La satisfaction des employés atteignit un niveau record. Le conseil me proposa le poste de PDG permanent, que j'acceptai. Mon premier acte fut de faire signer à Julien un contrat de travail de 5 ans en tant que mon assistant. Il n'avait pas d'autres options. Sa réputation était ruinée, ses relations en lambeaux. Il était lié à mon service. 6 mois après le début de cette nouvelle réalité, je vis un changement. Il commença à maîtriser les tâches qu'il avait autrefois méprisées, trouvant une fierté tranquille dans un dossier bien organisé ou un calendrier parfaitement géré. Il commença même à écrire des lettres d'excuses aux femmes dont il avait endommagé la carrière, qu'il me demanda de relire. Elles étaient maladroites, mais sincères. 2 ans après sa rétrogradation, Apex remporta un prix d'entreprise majeur pour l'innovation en milieu de travail. En l'acceptant, je vis Julien au fond de la salle, en train de regarder. Il n'était plus seulement mon assistant. Il était un témoignage vivant du fait que le vrai pouvoir vient du fait d'élever les gens, pas de les rabaisser. Ce soir-là, alors qu'il nettoyait après la réception de célébration, Clara, maintenant notre vice-présidente du marketing, passa à mon bureau. « Tu ne te sens jamais coupable ?» demanda-t-elle en regardant Julien vider une poubelle. « Je me sens reconnaissante, » dis-je.
reconnaissante que nous ayons prouvé qu'on n'a pas à accepter les abus comme le prix à payer pour faire des affaires, et reconnaissante que parfois, avec assez de patience et de planification, on peut obtenir une justice parfaite. 3 ans après sa chute, je convoquai Julien dans mon bureau pour son évaluation de performance finale. Il n'était plus un homme brisé, mais quelqu'un qui s'était reconstruit à partir des cendres. Je posai un nouveau contrat sur le bureau. Il lui offrait un poste de consultant senior, avec un salaire et des responsabilités qui reflétaient sa nouvelle compétence. « Vous me libérez ?» demanda-t-il, la voix pleine d'émerveillement. « Je vous offre une chance de prouver que les conséquences peuvent créer la sagesse, » dis-je. Il signa le contrat non pas comme un homme vaincu, mais comme quelqu'un qui avait compris. « Merci, Éléonore, » dit-il, « de m'avoir appris ce que signifie servir les autres au lieu de les utiliser. » 6 mois plus tard, je me tenais devant une conférence de femmes chefs d'entreprise, racontant mon histoire. Julien était dans le public, prenant des notes, non pas parce qu'on le lui avait dit, mais parce qu'il voulait apprendre. Après mon discours, il s'approcha de moi. « Merci, » dit-il, la voix stable, « de m'avoir appris que la force n'est pas une question de contrôle, c'est une question d'autonomisation. » En le regardant, je réalisais que ma vengeance avait accompli quelque chose de plus profond que sa destruction. Elle avait forgé sa rédemption. La faible victime qu'il avait créée était devenue assez forte pour transformer son bourreau, prouvant que l'intelligence et la patience triompheront toujours de l'arrogance et de la cruauté. La meilleure vengeance n'était pas de détruire sa vie, c'était de refuser de le laisser détruire la mienne. Fin de l'histoire.